Dans cette vidéo du chapitre 2 de mes notes de cours, je réponds à une question instantanée tirée de la section 1.7 du livre de Séguin sur la chute libre. Il s'agit de la question instantanée 3, que j'ai personnellement intitulée « Tomber sans descendre, prise 2 », donc prise 2 parce que c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à la situation précédente, dont on peut prendre connaissance à la page 81 et dont on peut discuter le titre. En tout cas, ça s'appelle « Question instantanée », c'est pas nécessairement « Réponse instantanée » quand vous allez le lire. Une solution intéressante parce que je vais amener des éléments d'information pertinents pour la solution de bien d'autres problèmes. Pendant cette première lecture, on réalise qu'on nous demande d'attaquer de nouveau la situation 3, la boucle d'oreille qui se détache quand on est dans un ascenseur, et de donner la hauteur maximale que la boucle d'oreille va atteindre pour, encore une fois, notre observateur qui est à l'extérieur de l'ascenseur. Contrairement à d'autres problèmes, je ne partirai pas complètement de zéro. Je vais faire apparaître beaucoup de choses d'un coup sur le dessin, mais évidemment, j'aurais traité les paramètres puis fait apparaître les choses tranquillement, mais étant donné qu'on prend le problème, j'ai quand même pris mon dessin de base que j'avais à la situation 3. En parallèle avec les paramètres, donc on sait que le plancher de l'ascenseur et la boucle d'oreille au moment où elle décroche avance avec une vitesse initiale. Ce que je ne savais pas à la première lecture de la question instantanée 3, c'est est-ce que je prenais pour acquis que la situation 3 avait été résolue puis je connaissais la vitesse de l'ascenseur. Continuons, je reviens avec ça tout à l'heure. Donc la boucle est à 1,6 m de haut en mettant l'ascenseur, le plancher de l'ascenseur à 0. Cette fois-ci, on nous demande dans un premier temps quelle va être la hauteur de la boucle atteinte. Donc là, cette fois-ci, le problème pour la boucle d'oreille se termine ici. Donc la boucle va s'être déplacée jusqu'ici. En B, on va me demander quelle est la distance entre la boucle d'oreille rendue ici puis l'ascenseur où elle a eu le temps de se rendre. Évidemment, on avait vu que pour qu'elle se rende à la même hauteur, ici, il fallait que la boucle d'oreille ait eu le temps de redescendre. Donc là, si la boucle d'oreille n'est pas redescendue, je ne suis pas encore tout à fait rendu en haut, donc je suis à quelque part entre mes deux positions. Je ne sais pas où exactement, je l'ai dessiné ici, c'est peut-être haut un petit peu, probablement que j'avais à peu près la moitié de fait plutôt. Et en B, on ne me demande pas où est justement l'ascenseur à ce moment-là, mais on me demande plutôt quelle est la distance entre ce point en haut-là pour la boucle d'oreille puis l'ascenseur où ce qui est rendu présentement. Donc, moi, j'ai appelé ça une distance D, et ça va être la distance entre les deux points que j'ai mis. Le point ici, puis ma cote se finit là, à l'autre point ici. C'est la distance entre le plancher de l'ascenseur à ce moment-là et la boucle d'oreille à ce moment-là. Bon, j'ai deux données qui ne sont pas décachées encore. Il y a une donnée qui n'est pas spécifiquement écrite dans le problème, mais que je dois comprendre qu'elle existe. C'est quand je fais un problème avec une situation où l'objet arrive à sa hauteur maximum, je connais la vitesse à cet endroit-là. Donc la vitesse finale de la boucle d'oreille va être 0 à cet endroit-là. Je vous rappelle mes deux codes que j'avais mis dans la situation 3. Et l'autre donnée, c'est pas une donnée qui est dans le texte non plus, c'est une donnée qui est dans la situation 3, qui est connue après que j'ai fait la situation 3. Mais la première fois que j'ai fait le problème, puis ça a un aspect intéressant, j'ai comme pris pour acquis que je n'avais pas fait la situation 3, puis que je connaissais pas la vitesse du plancher de l'ascenseur. Qu'on me le donnait pas, puis que c'était un nouveau problème qu'on me proposait, comme si je n'avais jamais fait la situation 3. J'ai essayé de l'attaquer de cette façon-là, comme d'habitude. Prochaine étape de la méthode, c'est de regarder le point d'interrogation ici, de trouver une formule. Donc, c'est une position pour une boucle d'oreille qui se comporte comme un MUA. Je pourrais aller dans le résumé, mais quand on cherche une position finale pour un MUA, l'équation de base, c'est la première de la chute libre, je devrais dire. J'ai dit MUA, mais MUA étant le cas spécifique de la chute libre. Donc, j'ai pris la première équation de la chute libre que j'applique à mon problème. Le Y final, c'est ce que je cherche. Je ne le connais pas, c'est ici que j'aurais dû mettre du vert, là. Il m'en manque un petit peu tout à l'heure. Le Y initial, je suis en train de le faire pour, je vous rappelle, la boucle d'oreille. C'est notre 1,6 m.
Sa vitesse finale, c'est le 0 qui est ici, donc vitesse finale de la boucle d'oreille, fois le delta t qui est inconnu, plus une demi-g fois le delta t qui est inconnu. Donc en l'attaquant avec l'équation que je trouvais la plus logique, j'ai quand même une équation et deux inconnus. Le delta t qui apparaît ici, je veux l'ajouter sur mon dessin, c'est le delta t entre la position initiale de la boucle d'oreille et la position finale de la boucle d'oreille. Évidemment, pendant le même temps, mon plancher d'ascenseur va s'être déplacé. Donc là, j'aurais pu le dessiner ici aussi. L'inconnu supplémentaire de notre première équation, c'est le delta t. Fait que ma stratégie, c'est de toujours trouver d'autres formules qui vont me permettre de faire apparaître le paramètre supplémentaire. Quand on a une chute libre, on a vu qu'il y a plusieurs équations, puis il y en a d'autres qui ont le delta t dedans. Entre autres, il y a la deuxième, c'est l'équation de la vitesse, qui a également le delta t. Donc, je n'ai pas été encore dans le formulaire, mais c'est la deuxième série pour la chute libre, que j'adapte à mon problème. Vitesse finale, puis on se rappelle que la chute libre, c'est la boucle d'oreille, c'est mon 0. Vitesse initiale n'est pas connue, c'est notre parce que je prends pour acquis que je n'ai pas fait la situation 3. Donc, c'est la vitesse du plancher de l'ascenseur. Ce que je sais, par exemple, c'est que, disons que je ne l'ai pas fait, donc pour moi, ça, vitesse initiale de Béatrice, puis vitesse de l'ascenseur, j'ai pas de chiffre. Là. Mais je sais que, comme on l'a fait à la situation 3, sont égales. La vitesse initiale de la boucle d'oreille, c'est la vitesse du plancher de l'ascenseur. Donc ici, j'ai mis VP, moins 9.8 fois delta T. Donc, j'ai une deuxième équation, 3 inconnus, puis là, mon inconnu supplémentaire qui me demande des recherches supplémentaires, c'est VP. Bien là, la vitesse du plancher de l'ascenseur, là, je m'en vais vers un autre objet qui se comporte comme un MU. Chapitre 1. Chapitre 1, quand on fait du MU, du positionnement, on a une seule formule, qui est celle-ci, qui est l'équivalent de celle-ci, mais moins l'accélération. Écrit en Y, évidemment, parce qu'on fait le problème en Y présentement. Donc, le Y final du plancher de l'ascenseur, présentement, n'est pas connu. Il n'est pas donné dans mes données en haut. Le Y initial, c'était le 0, donné dans les données du problème, plus la vitesse du plancher de l'ascenseur, c'est notre VP de tout à l'heure, fois le delta T, qui est la même inconnue. J'ai écrit une troisième équation. Ça, c'est un inconnu qui était déjà dans mes équations en vert. Ça, c'est une équation qui était déjà dans mes équations en vert, mais j'ai une nouvelle inconnue. Donc, 3 équations et 4 inconnus. Puis là, ma stratégie, c'est de dire, je vais aller chercher une autre formule pour Y final du plancher d'ascenseur. Mais là, même si j'irais dans les résumés, je vous ai dit tout à l'heure que le MU, c'est la seule formule. C'est pas la seule formule du chapitre 1, là, mais je vous rappelle, si je cherche, là, on cherche un Y final, donc l'équivalent d'un X final, je ne l'ai pas dans le temps au début. J'en ai un ici, je pourrais toujours écrire ça, puis en Y, ça fait apparaître le Y final. Mais ça va faire apparaître aussi le delta Y, et on continue à fouiller, là, mais je n'aurai pas d'autres formules pour delta Y, parce que si j'écris cette formule-là, ça m'amène à ce paramètre-là supplémentaire. Ça ne m'aide pas du tout, c'est pas un problème où l'objet est à plusieurs endroits différents, puis que j'ai décomposé en petits problèmes. Vitesse moyenne, c'est pas du tout un problème où on me fait mention de vitesse moyenne, ce qui implique que quand j'ai pas un problème de vitesse moyenne, je n'utilise pas non plus. La vitesse scalaire moyenne, c'est pas approprié pour ce problème-là. À la deuxième page du chapitre 1, les méthodes graphiques pas appropriées pour ce problème-là. MU, je vous ai dit tout à l'heure, on peut penser qu'il y a deux formules, là, mais je vous rappelle que c'est la même formule écrite de deux façons différentes. Fait que je l'ai utilisé une fois, je ne peux pas l'utiliser la deuxième fois pour le même objet. Puis vitesse relative en 1D, on n'a pas vu ça. Donc, pour poursuivre ici avec la piste de Y final P, j'ai rien dans le chapitre 1. Si je m'en vais dans le chapitre 2, c'est parce que je ne travaille plus sur le plancher qui est à vitesse constante, parce que je travaille sur l'autre objet. Mais ça pourrait être une idée. Si je dis, il me manque une équation, puis on a 5 séries d'équations dans la chute libre. Fait que maintenant, si je me vais dans le chapitre 2, à la deuxième page, dans la partie chute libre, j'ai une première équation, une deuxième équation, une troisième équation, puis 3 petits points, c'est l'équivalent des 2 autres équations. Fait qu'on pourrait dire j'ai 5 équations de chute libre, puis présentement, j'en ai utilisé 2. Ça, c'est brûlé. Ça, je l'ai brûlé aussi, je l'ai utilisé. Là, je pourrais me dire, je vais en prendre une troisième que du delta, la vitesse finale dedans. Parce qu'on était bloqué, entre autres, par vitesse finale. Donc, je pourrais prendre ça, puis ça va me faire apparaître justement, entre autres,
delta y. Ça peut m'apparaître logique, puis j'en ai même d'autres en haut dans les deux autres séries. Mais ici, ça me permet de vous faire une remarque que je pense que j'ai fait dans le vidéo du résumé de cette partie-là. Remarque qui est vraie pour la chute libre, puis qui est vraie pour le MUA général quand on a les 5 équations. Ce n'est pas 5 équations indépendantes. Dans les faits, il y a une équation de base pour la position, puis il y a une équation de base pour la vitesse. Les trois autres séries d'équations, c'est une combinaison de ces deux-là où j'élimine un paramètre. Donc, je combine ces deux-là, puis j'élimine delta t, j'obtiens celle-là. Fait que cette troisième-là n'est pas indépendante des deux premières. C'est tout simplement une recombinaison des deux premières. Puis même chose pour ici, c'est que le A est éliminé. Donc, quand j'ai utilisé n'importe quelle deux séries de n'importe lequel de ces 5 séries-là, je suis brûlé. Non, je ne peux pas aller utiliser une troisième série pour le même objet. Ce ne sera pas des équations qui vont être indépendantes. Ça m'est déjà arrivé dans le passé de l'oublier, ce principe-là, d'avoir pris deux séries là-dedans, puis là, de dire, ça me prend une nouvelle équation, d'aller utiliser une troisième série, puis de perdre 10-15 minutes, mettre ça dans une calculatrice. La calculatrice me retourne qu'il y a un problème insolvable. C'est parce que c'est pas une nouvelle équation. Je n'ai pas fourni de nouveaux outils à ma solution. Donc, faites bien attention là, à ça. C'est une particularité. Quand ça fait 2 fois que j'utilise la chute libre ou encore le MUA, 2 équations de la série de 5 qu'on a pour le même objet, je suis brûlé. Je ne peux plus réutiliser chute libre ou MUA pour le même objet. Il va falloir que j'aille sur l'autre objet ou je pourrais utiliser la chute libre, mais pour un autre objet. Et là, bizarrement, vous voyez, je barre cette solution-là parce que j'ai essayé de la continuer, j'ai essayé de l'attaquer autrement. Il reste que le problème demeure toujours insolvable si je ne connais pas le 2,80 mètres par seconde. Donc, la valeur qu'on a calculée tantôt avec la situation 3, elle est supposée être connue. Ou je passe à travers la situation 3 pour la connaître, mais je ne peux pas aller plus loin, je ne peux pas résoudre cette deuxième partie-là si je ne connais pas le 2,80. Puis un coup que j'admets que je le connais, quand que je réponds au point d'interrogation ici, il y a une solution plus simple là, que l'attaque que j'avais prise présentement. Donc je vais refaire maintenant le problème pour de vrai, mais je connais la vitesse initiale de la boucle d'oreille et du plancher de l'ascenseur. Donc mon point d'interrogation, c'est Y final. Et j'essaie de bien réaliser là, qu'est-ce que je connais dans le problème. Évidemment, le 2,80 est en vert aussi, c'est une donnée connue. Je vais faire mon choix d'équation. Je cherche la hauteur d'un objet en chute libre, donc dans la série des chutes libres. Je cherche la hauteur finale. Je pourrais prendre ça, une minute que je fais du positionnement, mais je ne connais pas le delta t. Là. Fait que ça, je vais écrire à peu près ce que j'ai écrit tout à l'heure. Ici, j'ai pas de Y dedans. Ici, j'en ai un. C'est pas le Y final qui est ici, c'est le delta Y. Mais il reste que si jamais cette équation-là me donnerait rapidement le delta Y, quand tu connais delta Y puis Y initial, le Y final est facile à calculer. Dans ce problème-là, je connais vitesse finale de 0, je connais vitesse initiale de 2,80, 9,8. Donc, cette équation-là me donne une équation à une inconnue pour calculer le delta Y. Puis delta Y, c'est Y final moins Y initial. Je vais être capable de le résoudre. Donc, plutôt d'aller calculer le delta T que je n'ai pas besoin, je vais passer par cet outil-là qui m'apparaît plus simple. C'est sûr que pour être conforme à ma méthode qui dit je cherche une formule que je vais trouver le paramètre du point d'interrogation, puis la formule qu'on venait de voir n'avait pas le point d'interrogation directement dedans, c'est plutôt le delta Y qu'elle avait. Fait que ma première formule que j'ai officiellement écrite pour résoudre ce problème-là, c'était delta Y, Y final moins Y initial, que j'adapte à mon problème. Delta Y de boucle d'oreille, j'ai pas de valeur dans mes données. Y final, c'est ce que je cherche, qui est en vert ici. Y initial, c'est le 1.6. Première équation utilisée de physique, 2 inconnus. Et là, j'utilise ce qu'on avait été chercher pour la chute libre. Vitesse finale au carré, c'est mon 0 au carré pour la boucle d'oreille. Vitesse initiale, c'est 2,80 au carré, moins 2 fois 9,8, fois le delta Y pour la boucle d'oreille. Donc, je viens d'écrire une deuxième équation, puis l'inconnu est comptabilisé. Donc, c'est 2 équations, 2 inconnus, problème est fini. Fait que quand on connaît le 2,80, c'est un problème de physique très simple à 2 équations, que je peux les résoudre dans une calculatrice.
tel que je vous le montre ici. Si je n'avais que la question A, ben, la question A est répondue, puis je passe à un autre problème de physique. Ben là, l'autre problème de physique, c'est la partie B. On me posait une deuxième question dans le paramètre, donc on va continuer dans le problème. On va continuer pour D. On se rappelle c'est quoi sa distance entre les deux objets. Donc si je veux connaître, maintenant je connais cette position-là. Si je veux calculer D, c'est parce qu'il faut que je connaisse aussi l'autre position. Donc à la page suivante, j'ai continué le problème en disant, en m'attaquant quand même au point d'interrogation, on disait ça me prend une formule pour D. Mais là, D, c'est pas une formule de physique, il n'y a pas de partie en jaune. Le D, c'est la distance entre les deux positions finales. Donc, vous voyez, là, c'est un petit cas aussi intéressant. Ça arrive des fois que j'ai pas de partie en jaune. J'ai analysé la situation, puis j'en ai déduit que le D que je cherche, c'est la différence entre les deux positions finales. Je continue le problème. C'est ma troisième équation. On s'était arrêté tout à l'heure à deux équations, deux inconnues. Donc, c'est ma troisième équation. Et j'ai 4 inconnus. J'en avais 2. Là, je rajoute celle-ci. Je rajoute celle-ci. Mais celle-ci était déjà dans mon système de 2 équations au départ. Fait que je continue le problème comme si que les 2 équations de l'autre page là, existaient encore. Pour pouvoir avoir une valeur de D, c'est-à-dire qu'il me manque une valeur pour la position finale du plancher de l'ascenseur. Le plancher de l'ascenseur, c'est un mu, chapitre 1, une seule formule. Y final est égal à y initial plus la vitesse fois delta t, vitesse avec un signe. Le y final, c'est la valeur que je n'ai pas de valeur, qui n'est pas cherchée, mais que j'ai pas de valeur. Y initial, c'est le 0. La vitesse de l'ascenseur, c'est le 2.80 fois le delta t. C'est ma quatrième équation que j'ai écrite. Ça était déjà comptabilisé. Delta t était-il déjà comptabilisé? Il y en a qui pourraient dire oui, mais n'oubliez pas que le oui serait lié à quelque chose que j'ai dit que je recommençais. Là. Fait que quand je regarde mon système à 2 équations présentement, ce que j'avais choisi pour la partie A ne faisait pas apparaître le delta t. Cette équation-là ne faisait pas apparaître. Fait que le delta t, c'est la première fois qu'il apparaît. Donc, j'étais rendu ma quatrième équation, puis le 4 inconnu ici passe à 5 parce qu'il y a delta t de plus. Ça me prend donc quelque chose de supplémentaire que je ne peux pas trouver par rapport au plancher de l'ascenseur, parce que le plancher de l'ascenseur, lui, il y a une seule formule, le MU. Donc, je vais retourner du côté MUA chute libre. Est-ce que j'ai le droit d'y retourner? Bien, quand je regarde, ça, c'était pas l'équation de MUA. Ça, ça en était une, fait que je l'avais utilisé une fois. Ça, c'était pas du MU. Oups, excusez. Ça, c'était pas du MUA. Puis ça, c'était du MU. Donc, j'ai pas été 2 fois du côté du MUA. Fait que sur les 5 équations possibles, MUA ou chute libre, ben, j'ai le droit d'y aller une deuxième fois. Donc, je vais y aller avec la deuxième qui apparaît dans la série, celle pour la vitesse finale, que j'essaie d'adapter à mon problème. Donc, on fait pour la boucle d'oreille. Donc, vitesse finale de l'objet de la boucle d'oreille, c'est 0. Sa vitesse initiale, c'est le 2.8 avec un signe. Le moins 9.8 fois delta t. Donc, ça, c'est la cinquième équation que cinquième formule de physique que j'applique. Et je n'ai pas de nouvelle inconnue. Delta t était déjà comptabilisé dans la partie comptabilisation des inconnus. Donc, 5 équations, 5 inconnues, le problème est fini. Donc, j'avais mes 2 équations pour la partie A, plus 3 nouvelles équations pour résoudre la partie B. Dans ma calculatrice, ben, j'avais les 2 équations de tantôt, puis là, je rajoute 3 équations et j'obtiens toutes mes réponses, que je retranscris ici, si jamais j'avais fait cette étape-là. Cette prise 2 de la boucle d'oreille était donc intéressante, entre autres pour mentionner que si je l'amènerais à l'examen, moi j'aurais mentionné on connaît le 2.80 ou calculer ce paramètre-là en premier. C'est clair qu'il fallait le connaître pour pouvoir résoudre le problème. Et intéressant pour le commentaire de dire que quand ça fait 2 fois que tu vas dans la série MUA ou chute libre, ben, tu ne peux pas y aller piger une 3e fois pour le même objet.